À Vladivostok, Mikhail Gorbatchev annonce la réduction des troupes soviétiques en Afghanistan et en Mongolie et se déclare prêt à une rencontre avec Ronald Reagan. Nouveau débat de motion de censure à l'Assemblée nationale à propos du projet de loi sur la privatisation. Le vote de cette motion de censure interviendra dans la soirée. Alain Giresse jouera la saison prochaine à Marseille dans le club de tapis et d'Hidalgo. Alain Giresse ne part pas de gaieté de cœur de Bordeaux. Nous sommes le lundi 28 juillet 1986. Cela fait 493 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine, 432 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, 142 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2. Et pour Camille Sontag, 82 jours de détention. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir. Les sapeurs-pompiers et les soldats qui luttent depuis plusieurs jours contre les incendies de forêt ont été maintenus en alerte maximum toute cette journée. Pourtant, une certaine accalmie a été constatée. 2300 hectares ont été détruits dans le Var, 4000 hectares ravagés dans les Alpes-Maritimes et dans le département de la Drôme. Un dispositif faisant appel à l'armée a été mis en place ce matin pour parer à une éventuelle reprise des incendies. En Ardèche, les gendarmes d'Entraigues ont arrêté hier soir 3 jeunes pyromanes âgés de 13 à 19 ans qui ont avoué avoir allumé plusieurs foyers dans le sud du département. Ils voulaient voir comment les pompiers réagiraient face à l'événement. Ces arrestations confirment l'origine criminelle de bon nombre d'incendies, mais il ne faut pas exclure les cas d'imprudence. Des imprudences qui ont coûté indirectement la vie à 13 personnes, des membres d'équipage des Canadair au cours des 3 dernières années. La femme de l'une des dernières victimes n'a pas voulu des hommages officiels à la mémoire de son mari. À Henri Bodiguel pour Antenne 2, elle a dit pourquoi, dans un message qui se veut d'espoir pour tous les personnels pilotant les avions bombardiers d'eau de la sécurité civile. Épouse d'un pilote de Canadair décédé en service commandé ce 19 juillet, je ne peux en l'état actuel des choses accepter les condoléances officielles des personnalités politiques et bien entendu de quelque bord qu'ils soient. Alors on m'a demandé pourquoi ce refus. Certes, c'est un métier dangereux, volontairement choisi, avec tous les risques et surtout le risque final possible. Ce risque final est consenti, les pilotes en sont conscients. Mais c'est un métier effectué à ce jour encore dans de très mauvaises conditions, à la fois morales et physiques. C'est un métier qui demande une expérience indispensable. Tous ces pilotes ont pratiquement plus de 5000 heures de vol. Mon mari en avait 7009 et certains en avaient beaucoup plus que mon mari. Je crois que être considéré, respecté de leur vivant, c'est ça surtout de leur vivant, est très certainement un besoin essentiel pour eux. Et puis, peu importe après, la Légion d'honneur, peu importe la pension ou les pensions versées aux enfants ou aux veuves. Que leur expérience soit prise en considération, qu'ils soient traités aussi à la mesure de leurs valeurs et des risques qu'ils encourent. L'intersyndicale des navigants et techniciens de la base des bombardiers d'eau de la sécurité civile de Marignane a décidé de reporter au lundi 4 août un préavis de grève. Ce report est dû à des éléments nouveaux apportés par le ministre Charles Pasqua et compte tenu de la situation préoccupante sur le front des incendies de forêt. La destruction des forêts françaises est une véritable catastrophe écologique. L'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, et puis les eaux et forêts cherchent des remèdes pour prévenir ces feux ravageurs. Reportage de Philippe Dumez. La forêt méditerranéenne est paradoxalement riche par la diversité de ses aspects, mais aussi terriblement défavorisée par la pauvreté de ses sols et l'aridité relative de son climat. Chaque année, ce sont près de 30 000 hectares qui partent en fumée, mais c'est surtout 1/8 de la France qui est touchée avec des conséquences difficilement chiffrables.
Quand cela brûle, c'est pas le bois qui manquera à la fin qui représente une catastrophe pour notre pays, c'est la dégradation de l'environnement, de l'écosystème forestier qui protège le sol, qui protège le régime des eaux, qui assure une certaine stabilité du climat. C'est un en moins total et quasiment irréversible sans y mettre des moyens qui n'ont aucune espèce de comparaison avec ce qu'il aurait fallu pour empêcher le feu de partir. Pour empêcher le feu de partir, il faut d'abord étudier son comportement et c'est ce que l'on fait ici dans ce laboratoire de l'INRA d'Avignon. On a pu ainsi prouver scientifiquement que le pin ne s'enflamme pas plus vite que le chêne et que le cèdre d'Afrique du Nord résiste bien au feu. Mais le cèdre ne pousse qu'au-dessus de 400 mètres. Si les pare-feux sont utiles dans certaines régions, dans le sud de la France, le Mistral et la Tramontane sont capables de transporter un feu à plus d'1 kilomètre de distance. Ensuite, les études ont montré l'importance des broussailles dans la propagation du feu, d'où la loi qui a été élaborée pour obliger les propriétaires forestiers de débroussailler au moins les alentours des maisons. Une loi difficile à faire appliquer parce que cela coûte de 10 000 à 30 000 francs l'hectare et que les maires des communes concernées n'ont souvent pas envie de se mettre mal avec leurs administrés ou leurs électeurs. On avait bien pensé à réinstaller des troupeaux de moutons pour faire le travail, mais il s'avère que si cette solution est très efficace, elle n'est pas du tout rentable. Le seul berger à continuer l'expérience dans le Var est alsacien et il gagne environ 1 000 francs par mois. On n'a pas encore trouvé la solution. Le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Yitzhak Shamir, s'est déclaré prêt à assumer le risque de la création d'un État palestinien si c'est à cela que devrait aboutir le statut d'autonomie proposé par Israël aux populations de Cisjordanie et de Gaza. Des propos du ministre israélien Yitzhak Shamir au magazine Monitin, diffusé en Israël. Nouvelle explosion sanglante à Beyrouth ce matin dans la banlieue chrétienne de la capitale libanaise. Une voiture piégée a provoqué plus d'une trentaine de morts. Commentaire de Martine Laroche-Joubert. Pas de répit dans la violence libanaise. Ce matin, à 8h30, une voiture piégée explose à Beyrouth-Est, 35 morts, 120 blessés. C'est le 8e attentat meurtrier depuis le début de l'année dans le secteur chrétien. Un scénario presque immuable. Le lieu, une ruelle étroite dans un quartier populaire, ici, Ain el-Remani. L'heure, celle de la plus grande affluence, le véhicule chargé de 200 kg d'explosifs. Un immeuble de 3 étages est soufflé sur le champ, l'incendie se propage dans 3 bâtiments aux alentours. Les survivants, cernés par les flammes, tentent de s'échapper des décombres sous les yeux des sauveteurs impuissants. La France s'est déclarée atterrée par cet attentat à Beyrouth-Est qui, une fois de plus, entraîne le Liban dans un engrenage de terreur au quotidien. Dans la capitale de l'extrême-orient soviétique, à Vladivostok, Mikhail Gorbatchev a annoncé qu'il étudiait la réponse du président américain Ronald Reagan à ses propositions de désarmement. M. Gorbatchev a également annoncé une réduction partielle et à venir des troupes soviétiques en Mongolie et en Afghanistan. 6 régiments soviétiques seraient retirés d'Afghanistan cette année. Explication de ces gestes politiques de M. Gorbatchev avec Bruno Albin. Immense URSS. C'est à 8000 km de Moscou, à Vladivostok, que Mikhail Gorbatchev a parlé ce matin. On oublie trop souvent que l'Union soviétique y entretient une marine ultramoderne à quelques centaines de kilomètres du Japon. La visite du secrétaire général du Parti soviétique a permis de le rappeler, l'URSS compte en Extrême-Orient. Elle compterait plus encore si elle se rapprochait de la Chine. M. Gorbatchev a dû faire plaisir aux dirigeants chinois en annonçant qu'il négociait avec la Mongolie le départ d'une partie des troupes soviétiques stationnées dans ce pays. Il est resté silencieux sur l'occupation du Cambodge par le Vietnam, 2e pomme de discorde sino-soviétique. Mais il a annoncé, et on l'a sans doute entendu à Pékin, le retrait de 6 régiments de l'armée rouge stationnés en Afghanistan. 5 ans déjà que 120 000 soviétiques traquent la résistance afghane. Leurs succès ponctuels alternent avec les contre-offensives des maquisards. 6 régiments retirés d'Afghanistan d'ici à 8 mois, 5 ou 6 000 hommes, c'est insuffisant pour changer le rapport de force, c'est assez pour relancer la recherche de la paix entre Afghans et Pakistanais. Ces dernières semaines, à Herat, puis à Kandahar, les troupes soviéto-afghanes tentaient de s'imposer à la résistance pour créer un rapport de force favorable avant la reprise des contacts entre Kaboul et le Pakistan à Genève cette semaine. L'initiative de M. Gorbatchev y pèsera d'un bon poids.
Bruno Albin, pas encore de réaction à Washington compte tenu du décalage horaire peut-être aux propos de M. Mikhail Gorbatchev, l'homme moderne, mais manifestement ce discours s'adresse à M. Reagan. Oui, et une fois de plus, voici M. Gorbatchev dans le rôle de l'homme à la main tendue, l'homme de bonne volonté. Afghanistan, le président Reagan a toujours fait du retrait des forces soviétiques un test de la volonté de Moscou en matière de détente. Eh bien ce soir, le geste des soviétiques est symbolique, certes, mais il existe. Un nouveau sommet avec le président Reagan. M. Gorbatchev n'est pas contre, d'autant que M. Reagan semble avoir mis de l'eau dans son vin quant à l'application de son projet de guerre des étoiles, pour le moment au moins. Messieurs George Shultz et Eduard Shevardnadze, les deux ministres des Affaires étrangères, se verront donc en septembre à New York pour fixer, on le pense, l'objet et l'ordre du jour d'un sommet auquel on se reprend à croire. Car aujourd'hui, à Vladivostok, c'était le vent du dégel qui soufflait, mais comme après Genève, le monde n'est pas à l'abri d'un nouveau coup de froid. En Pologne, les évêques viennent de solliciter le gouvernement du général Jaruzelski afin qu'il diminue la production d'alcool. Les évêques veulent que le pape Jean-Paul II puisse voir une nation sobre au cours de sa prochaine visite en 1987. La Pologne au quotidien. Gérard Inet et Gilbert Uzan pour Antenne 2 ont obtenu les autorisations officielles nécessaires pour rapporter une série de reportages que nous vous proposons toute cette semaine. La Pologne au quotidien, ce soir les problèmes d'approvisionnement en viande. Il y a le circuit légal et puis la débrouille. Le marché aux puces de Praga, banlieue de Varsovie, image volée. Une ville dans la ville où s'entasse une population misérable de petits trafiquants. Au détour d'une ruelle, une baba. La baba, c'est une grand-mère en polonais. Celles-là sont des professionnels de l'approvisionnement. Elles livrent à la ville la viande de la ferme, remplaçant à elles seules l'abatteur, le grossiste et le boucher. Un trafic parfois dangereux, mais bien souvent toléré, car la viande est toujours rationnée en Pologne. La halle centrale, marché d'État, Varsovie. Au rayon boucherie, ce jour-là, comme tous les autres jours, la file d'attente a commencé tôt le matin. Pas de signe de ras-le-bol, on fait ses courses ici selon une technique connue. Les courses obligatoires le matin, ensuite shopping, au petit bonheur la chance. Cela fait 5 ans que la viande est rationnée, cela fait 5 ans que la viande est vendue contre des tickets. J'ai le droit d'acheter 2,9 kg de viande par mois. Ça fait 1h30 que j'attends car aujourd'hui c'est l'arrivage de la charcuterie. Qu'est-ce que vous allez acheter aujourd'hui? Je pensais acheter du porc, mais l'arrivage est prévu pour demain. J'ai encore assez de tickets, alors je vais acheter un bout de viande pour le potage de mon bébé. Merci. À quelques mètres de la halle, une boucherie privée. Depuis 4 mois, le pouvoir a autorisé la vente libre de la viande dans certaines villes. Une façon de contrôler le marché noir. Et les prix que vous pratiquez ici sont plus élevés que dans le marché d'État? Bien sûr, 30 à 40% de plus. Je suis un producteur privé, ma viande est contrôlée par les vétérinaires et je paye une taxe spéciale. J'achète ici parce que c'est plus frais. Mais surtout parce que je n'ai pas assez de tickets pour acheter au marché d'État. Une expérience sans grand succès pour le moment. À Varsovie, 30 veaux et 20 cochons sont vendus chaque jour officiellement pour 2 millions d'habitants. Les babas ont donc encore de beaux jours devant elles. Seule amélioration depuis 83, l'approvisionnement en fruits et légumes. On trouve ici sans problème des tomates à 5 francs le kilo, des concombres à 7 francs. Mais là encore, les prix sont subventionnés et bien souvent vendus à perte, car les salaires restent misérables, 700 francs par mois en moyenne. Expulsion d'un ressortissant basque-espagnol par la France vers son pays d'origine. José Luis Artola Amenza vivait à Sahar, dans les Pyrénées-Atlantiques, depuis 4 ans. Sa demande d'un statut de réfugié politique lui avait été refusée. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a utilisé la procédure d'urgence absolue
pour expulser Artola Amenza qui se serait préparé à commettre des attentats terroristes. C'est le 3e basque espagnol réfugié en France ainsi expulsé et je viens d'apprendre que l'un des 2 premiers basques expulsés, Juan Nafarrete, a été incarcéré ce soir à la prison de Madrid. À l'Assemblée nationale, débat sur la motion de censure, un débat baroud d'honneur socialiste contre le projet de loi de dénationalisation. Messieurs Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing étaient absents. Le vote sur la motion de censure interviendra cette nuit à l'Assemblée nationale. Daniel Brem et Jean-Michel Mercurol. Chaleur accablante et rang clairsemé, les motions de censure, c'est la 5e en 4 mois, ne font plus guère recette à l'Assemblée. Les députés ont écouté mollement, comme lassés, les arguments du débat sur les privatisations, ne s'animant surtout que pour les effets de tribune. Vous nous trompez en prétendant protéger suffisamment les intérêts nationaux. Certains d'entre vous, je le crois, le font par ignorance, d'autres par duplicité. Vous allez désorganiser notre économie en absorbant toutes les ressources financières du marché. Vous préparez une commission d'évaluation où, après avoir placé les copains, vous allez vendre aux copains. Pour le groupe RPR, Pierre Messmer a dénoncé dans le veto de l'Élysée le coup de canif du président Mitterrand à la Constitution. Une blessure et une menace, a-t-il dit. Même son de cloche pour François Daubert, critique sur l'utilisation répétée du 49.3, inquiet des faux espoirs de la privatisation, barisme oblige, mais qui dénonce lui aussi l'attitude présidentielle. Non content d'utiliser son potentiel de nuisance à l'égard des entreprises privatisables, le président de la République apparaît aussi de plus en plus à cette occasion comme le véritable chef de l'opposition. Suivent les points de vue du Front National et du Parti communiste. Pas de surprise, les premiers jugent trop timide la tentative de privatisation, les seconds accusent le gouvernement de favoriser les possédants. Quant à Jacques Chirac, il l'a répété, il est urgent de privatiser pour le plus grand bien de l'économie. Vous devez empêcher, mesdames et messieurs les députés, que notre action, déjà largement amorcée, ne soit freinée, obstruée, voire bloquée. Car ce serait méconnaître la volonté des Français, ce serait ignorer le mandat qu'ils nous ont collectivement donné. Épilogue, cette nuit, là encore, sans surprise, communistes et socialistes voteront la censure, mais le gouvernement ne sera pas renversé. L'école nationale d'administration, l'ENA, sera réformée. Moins d'énarques et suppression de la 3e voie, c'est-à-dire la voie d'entrée ouverte en 1983 pour les élus locaux, les syndicalistes ou les permanents de mouvements associatifs. Michel Péricard, le député rapporteur du projet de loi sur la communication, compte déposer une 50aine d'amendements sur ce texte devant l'Assemblée nationale. Parmi ceux-ci, la suppression du Conseil national de la communication audiovisuelle et puis quelques autres amendements selon M. Péricard pour corriger des fautes de français. Le satellite de diffusion directe TDF1 attend depuis plus d'1 an d'être lancé par Ariane, mais ce satellite est jugé déjà par certains périmé. Demain, un conseil interministériel doit prendre une décision sur l'avenir de ce satellite, victime de reports de lancement successifs. Jacques Lang estime ce soir que la remise en cause du satellite TDF1 serait un acte absurde. Commentaire sur les enjeux TDF1 avec Jacques Violet. Emmailloté, protégé de feuilles d'or, TDF1 attend dans les hangars de l'aérospatiale à Cannes, toutes antennes repliées, comme pour ne pas entendre la polémique à son sujet. Pour le constructeur et les industriels français ayant investi et travaillé sur la télévision directe, on est confiant, serein, le programme TDF est techniquement irréprochable. C'est le satellite le plus moderne du monde dans son domaine que nous sommes en train de terminer de fabriquer. Donc il n'est pas obsolète et sur le plan de la technique, alors on dit aussi qu'il n'est pas bon, je peux vous dire, moi, constructeur, que ce satellite est parfait. Environ 300 millions de francs ont déjà été dépensés à ce jour en recherche et développement et en investissement. Nous sommes prêts à sortir ces matériels au mois de janvier de l'année prochaine. Tout est donc prêt pour la télévision de demain. Avec une petite antenne comme celle-ci, les téléspectateurs français pourraient recevoir directement des programmes diffusés par TDF, mais également des émissions étrangères avec TVSAT, l'autre satellite, la partie allemande de ce projet commun. Contestés depuis plusieurs années, les choix technologiques, mais aussi l'ensemble du projet, seront examinés par le gouvernement qui
qui prendra une décision définitive rapidement. On a été très léger, et je suis gentil dans le passé, sur ce dossier, entre 81 et 86. Nous avons, quant à nous, la volonté d'aborder sérieusement cette affaire en regardant les conséquences sur l'industrie française, sur la diffusion de la culture française par l'intermédiaire du satellite, c'est pour moi très important comme ministre, et les évolutions technologiques très rapides qui sont en train de se faire. Actuellement aux États-Unis, il y a un bouleversement, je dis actuellement, c'est déjà depuis 2-3 ans, un bouleversement de technologie. Nous n'avons pas, nous, à continuer à garder des principes technologiques qui sont souvent dépassés par les faits. Enjeu financier, 3,7 milliards entièrement financés par l'État pour 2 satellites et les industries électroniques françaises qui doivent résister à la pénétration étrangère, notamment japonaise. Enjeu culturel, l'abandon du programme retarderait certains projets européens comme la 7e chaîne en favorisant sur un terrain laissé libre un déferlement d'images étrangères. Avec chacun sa reine, son roi et ses fous, Anatoly Karpov et Garry Kasparov, citoyens soviétiques, entament ce soir à Londres leur 3e championnat du monde d'échecs. Kasparov, c'est le tenant du titre mondial, il jouera avec les Noirs, et Karpov, ex-champion, aura donc les Blancs, ce qui est un avantage au départ. Londres, reportage de notre correspondant Alain Cancet. Il y a un peu plus de 2 heures, c'est le challenger Anatoly Karpov qui a eu l'avantage, avec les Blancs, de procéder au premier mouvement de la première partie du nouveau championnat du monde d'échecs. Son adversaire, le nouveau champion du monde, Garry Kasparov, a gagné son titre l'an dernier, contre Karpov précisément. Kasparov a 23 ans, il est né dans l'Azerbaïdjan. Mémoire exceptionnelle, sens aigu de l'anticipation, mais un peu tout fou, prêt à prendre des risques inconsidérés ou à tout le moins excessifs. Anatoly Karpov, 35 ans, champion du monde pendant 10 ans, de 1975 à 1985. Plus petit, plus frêle que Kasparov, plus froid, plus calculateur. Moins brillant peut-être, mais extraordinairement lucide et bien décidé à reconquérir son titre de champion du monde. Hier, Mme Thatcher est venue officiellement ouvrir ce championnat. Et c'est elle qui, par tirage au sort, a permis à Karpov d'avoir l'avantage de jouer les Blancs pour la première partie. Les 12 premières parties de ce championnat se dérouleront ici, dans cet hôtel londonien, jusqu'à la fin du mois d'août. La suite à Leningrad, en Union soviétique. Jusqu'à ces derniers jours, Kasparov était largement favori. Depuis, la cote de Karpov est largement remontée, tant auprès des grands maîtres, qui connaissent ce dont ils parlent, que des bookmakers londoniens qui savent ce qu'ils auront éventuellement à payer. On va le regretter, Gigi, à Bordeaux. Le maire de la ville, Jacques Chaban-Delmas, parle de départ inopiné. Alain Giresse. Effet, Giresse joue à Bordeaux depuis qu'il est poussin. Une carrière superbe qui l'a mené au mondial. En partant, le petit homme en bleu coupe le cordon ombilical qui le rattache à Bordeaux. Mais les vraies raisons d'un départ sont peut-être les différends avec le président Bèze et surtout une équipe nouvelle, sans lui la saison prochaine. Tout me retient ici, mon club, ma région. Mais je dirais, bon, compte tenu des événements, c'est-à-dire que l'effectif girondin étant ce qu'il est, bon, moi je n'avais plus la possibilité de jouer dans l'équipe de Bordeaux, ce qui est bien compréhensible. Giresse quitte Bordeaux pour l'Olympique de Marseille. Il y retrouvera un club qui a tout approuvé, tant au niveau de sa viabilité financière que de la cohésion de ses joueurs. Le recrutement des Marseillais coûtera à peine moins cher que celui des nouveaux Bordelais. Mais ce qui motive surtout Giresse, c'est de retrouver Michel Hidalgo et d'être un peu plus qu'un joueur de football. Greg LeMond, vainqueur du Tour de France, hier soir ici était peut-être un peu inquiet de l'accueil réservé aux États-Unis après sa victoire de la grande boucle française. Pas de raison d'être inquiet, LeMond a été salué comme il se doit dans tous les journaux, dans la presse américaine. Mais les maillots jaunes circulent dans les rues de New York. C'est ce qu'a pu constater Jean-Claude Paris. Des maillots jaunes très spéciaux qui ne sont pourtant pas des cyclistes professionnels. Maillot jaune, culotte noire, ces cyclistes new-yorkais sont eux aussi des professionnels du vélo. Des sociétés de messagers comme celle-ci, il y en a plusieurs centaines à New York. C'est ici que travaillait Nelson Vails avant de monter sur le podium à Los Angeles en 1984. Oui, il passe de temps en temps pour nous faire une visite et je dois dire qu'on est assez fiers de ce qu'il a fait après avoir travaillé pour nous. Luis Trevino a 22 ans. Il est originaire d'Équateur. Après l'école, il a commencé par travailler dans un magasin d'informatique. Il s'ennuyait et il a préféré faire de sa passion son métier. Pour lui, l'école des Alpes s'appelle 5e ou 6e avenue.
Chaque jour, il parcourt 100 km. Dans sa journée, il ramasse et livre, pour des clients pressés, 25 lettres ou paquets. Dans les rues de New York, ils sont plusieurs milliers comme lui à courir contre la montre, contre les voitures, contre les piétons, contre le code de la route. Il y a des fois, on n'a pas le choix. Quand on doit faire une livraison ou emmener un paquet quelque part au plus vite, le plus de feux rouges on grille, le plus tôt on y est. Dans cette ville de gens pressés, ils sont devenus des sortes de héros. Des héros avec leurs propres règles, et ce ne sont pas celles du code de la route. Les plus fous chevauchent des vélos de piste, sans frein, sans roue libre, et dans des rues qui n'ont rien à envier aux pavés de l'enfer du Nord. Quand ils sont blessés, ils exhibent leurs cicatrices comme des blessures de guerre. En fait, ce sont des héros qui, comme tous les héros, sont adulés par les uns et haïs par les autres. Les gens oublient qu'on essaie tout simplement de gagner notre vie. Ils n'ont pas vraiment le respect pour ce qu'on fait. C'est les mêmes gens qui nous donnent le boulot et qui veulent que ça soit fait au plus vite, qui hurlent quand on brûle un feu rouge et qu'on les frôle soi-disant alors qu'on est à 1 mètre d'eux. C'est les mêmes gens qui nous filent le boulot, qui se plaignent parce qu'on travaille dur. Louis, qui est un des meilleurs messagers de New York, gagne jusqu'à 1000 francs par jour. Les autres se font en moyenne 8000 francs par mois. Festival d'été, festival d'Avignon, mais pas seulement le théâtre. Plusieurs chorégraphes français ou étrangers sont cette année à l'honneur. Parmi les spectacles de danse, Pascal Deschamps et Bernard Appert ont choisi celui d'une jeune compagnie présentant une réalisation insolite sous le nom de Codex. Ne me demandez pas de vous raconter l'histoire de Codex, il n'y en a pas. Ou plutôt si, c'est l'histoire d'une bande de copains bourrés d'idées. Un musicien, un chanteur-comédien et 4 danseurs entraînés par un jeune chorégraphe de 25 ans, Philippe de Coufflet, dans un drôle de ballet, où chacun, d'1m51 à 1m95, a pu donner la mesure de son talent. 1, 2, 3, 4. Je suis venu à Avignon présenter un spectacle qui s'appelle Codex et je suis assez content parce que ça marche plutôt bien. Ne cherchez pas dans Codex le traditionnel pas de deux. Les puristes de la danse eux-mêmes n'y retrouveraient pas leurs entrechats. Philippe de Coufflet parle des grands thèmes de toujours, l'amour, l'incommunicabilité, mais à sa manière, en cultivant les contrastes, en recherchant le gag visuel. Et pour cela, il a fait appel à un comédien qui n'avait encore jamais dansé. Christophe Salengro, qu'est-ce que vous faites dans cette galère ? Eh bien, en Avignon, depuis que Francis Huster a joué le Cid, ça a un peu bloqué tous mes rôles. Alors voilà, je me retrouve avec Philippe de Coufflet. Mais c'est pas désagréable, hein. Vraiment, c'est un spectacle extrêmement sympathique. Quand ils ne cherchent pas à faire rire, Philippe de Coufflet et ses danseurs font la preuve de leur solide métier. C'est pourquoi, un peu comme un ouragan qui passait par là, la magie de Codex a fini par balayer les critiques de ses détracteurs. Et voilà une transition toute trouvée pour la météo, n'est-il pas ? Ah oui, c'est vrai, comme un ouragan. Alors, Brigitte ? Chantez. Ah, non, je ne voudrais pas faire pleuvoir. Et je suis désolée, mais le tube de l'été, ça n'est pas un ouragan, c'est le soleil. Et quand on dit soleil, vous pensez bien sûr à anticyclone. Vous avez raison, regardez la photo satellite. Anticyclone, c'est vrai, qui protège notre pays. Oh, il y a bien une perturbation qui tente d'atterrir. Elle ne peut pas faire grand mal. Elle ne peut donner que des nuages sur les côtes de la Manche. Résultat, sur la carte de demain, après dissipation des brouillards matinaux, ce sera du beau temps, surtout sur toute la moitié sud. Quelques passages nuageux du bassin parisien à la Bretagne. Des nuages beaucoup plus épais cette fois sur les côtes de la Manche, donnant un peu de bruine et des risques d'orage, mais en toute fin d'après-midi sur le nord-est. Et les températures dans tout cela, elles sont en baisse très légèrement, de 18 à 28 degrés sur la moitié nord et de 28 à 34 degrés sur la moitié sud, 34 degrés à Montélimar. Demain, en ce mardi 29 janvier, 3 minutes de soleil en moins, il se lèvera à 6h21, se couchera à 21h32 et ce sera la Sainte Marthe, comme un ouragan. Bien, le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2 sera aux environs de 23h45. S'il vous plaît, veillez jusque-là, car cette semaine, c'est le meilleur d'entre nous, Paul Lefebvre, qui ouvre la nuit.
Demain, 6h45, Télématin, 12h45 avec Claude. À demain, 20h. Bonsoir. Merci.